Merci beaucoup. On en vient maintenant à notre dialogue dans ce forum et on aimerait entendre vos questions. On aimerait que vous précisiez à qui vous les adressez. Il va y avoir des micros qui vont circuler dans la salle. Alors, si vous avez une question, s'il vous plaît, levez la main. On vous apportera le micro. Et je vais commencer. Je voudrais revenir sur votre dernier point, qui était en fait une question. Alors, je vais vous demander d'y répondre à cette question. D'accord. Il est clair que certains groupes dans notre société ont un sentiment très fort de qui ils sont. Pour certaines personnes, la sexualité, c'est une caractéristique importante de leur identité, surtout en termes sociaux, lorsqu'ils représentent une minorité, lorsqu'ils se trouvent dans un environnement où on essaye de ne pas les voir ou bien on les stigmatise. On peut penser aux gays dans certaines sociétés. Et quand ils résistent à cet environnement, quand ils essayent d'être eux-mêmes, ils soulignent cette identité. Ils veulent s'associer aux autres pour développer cette identité. Parce que ces identités, elles ne tombent pas du ciel comme cela. Le seul fait que je dise que je suis gay, par exemple, ça ne suffira pas. Il faut que ça représente quelque chose de collectif. Et donc, ils font cela avec la mobilisation de groupes, avec un agenda peut-être qu'ils veulent présenter au reste de la société, aux politiciens. Donc, je pense que les musulmans représentent la même chose. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est probablement le groupe le plus visible, le plus important. Et à l'heure actuelle, pour toutes sortes de raisons, celui qui présente le plus de défis au plan politique. Et si on se contente de dire oui, on veut que tout le monde soit intégré à titre d'individu, on ne veut pas savoir si vous êtes musulman ou noir, si votre famille vient d'Inde, vous êtes juste un citoyen allemand, britannique. Bien, si on se contente de dire cela, je ne crois pas qu'on arrivera à une intégration totale de ces groupes. Ils vont se sentir aliénés. Et ils vont avoir le sentiment que le système gouvernemental est contre eux. Et en fait, on va développer une division au sein de notre société et ça pourrait s'avérer une division à long terme. Keith, alors la question, c'est plutôt de trouver des solutions économiques? Ah, il ne fait aucun doute que les questions d'intégration économique sont capitales. Si on compare l'expérience canadienne et l'expérience européenne, on peut commencer par là, parce que là, il y a une grosse différence au niveau des politiques d'immigration et des niveaux d'intégration économique des immigrants. Parce que c'est vraiment une énorme différence entre les deux pays. Et il n'est pas surprenant que les Européens s'inquiètent des niveaux d'intégration et veuillent l'encourager. C'est censé, c'est logique. Mais il s'agit de se demander si c'est suffisant et si une politique multiculturelle pourrait faciliter cela. Et c'est là où, à mon avis, il y a une plus grande différence encore entre l'expérience canadienne et l'expérience européenne. Et aussi, quel soutien on va donner aux immigrants pour cette intégration. Le Canada investit beaucoup d'argent pour aider à l'acquisition de la langue, à l'intégration, à l'établissement. Et les gens que vous voulez intégrer, si cette responsabilité retombe uniquement sur leurs épaules ou si l'ensemble de la société donne un coup de main, il y a tout un débat là-dessus en Europe. Je reviens sur le terme multiculturalisme. Il est un peu galvaudé maintenant et est-ce qu'on devrait le préserver? Il y a dans certains pays, l'expression multiculturalisme était complètement contaminée, empoisonnée.
le retour de bâton, disons, avec la droite et même l'extrême droite, font que même le centre et la gauche diabolisent aujourd'hui le multiculturalisme. Et dans certains pays, si vous vous identifiez comme voulant faire avancer un projet multiculturel face à cette opposition généralisée des partis, vous allez vous marginaliser. Donc, il n'est pas surprenant que dans certains pays européens, les promoteurs du multiculturalisme essayent de trouver une autre expression. Et je comprends. Au Canada et peut-être au Royaume-Uni aussi, l'expression n'a pas encore été diabolisée, contaminée. Et oui, on a intérêt à se battre pour conserver ce terme. Et on a un peu progressé quant à la façon dont on comprend notre pays comme un pays multiculturel, que ce recadrage de notre identité s'est enraciné dans notre société avec des effets bénéfiques. Donc moi, je résisterai à tous les efforts pour se débarrasser de ce terme. Bien, on a une question dans la salle. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur, et précisez à qui s'adresse la question. My name is Norman Moyer. Je m'appelle Norman Moyer, pour un administrateur chef dans notre université pour un programme de multiculturalisme. J'aimerais remercier le Centre mondial du pluralisme d'avoir eu l'idée de susciter ce débat. Et j'aimerais aussi remercier nos panélistes qui nous ont beaucoup inspirés, comme ils le font toujours. Et surtout, ils nous pousse à penser davantage à l'évolution constante de ce que nous appelons le multiculturalisme au Canada. J'aimerais ajouter peut-être un aspect de plus au multiculturalisme, au concept, et cela provient d'avoir lu « Identité meurtrière » de M. Madoud, ouvrage dans lequel il explore l'idée, à savoir pourquoi il y a certaines sociétés qui acceptent mieux que d'autres l'arrivée des migrants. Je crois entendre des échos dans le panel, à savoir que le processus d'intégration n'est pas une voie à sens unique et que une partie du succès au Canada, c'est que la grande majorité est prête à changer, tout en ayant aussi des gens qui veulent changer en venant s'établir ici. Alors, ça va dans les deux sens. C'est ce processus d'intégration qui, en soi, n'est pas un modèle qui peut réussir ou ne pas réussir. C'est la façon de voir les choses. Je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, tout simplement pour dire que je suis d'accord. Et j'aimerais m'arrêter là, mais je ne le ferai pas puisque je suis professeur. Alors, l'idée que l'intégration est une voie à deux sens, c'est une observation qu'on entend assez souvent, et surtout dans bien des pays, je dois dire. Mais parfois, ça veut dire différentes choses, la même expression. L'expression que vous, ou la façon dont vous l'avez exprimée, est plus en parallèle à ce qu'au Canada, on décrit comme étant une voie à deux sens. C'est qu'un immigrant qui vient ici doit changer, mais aussi l'institution de la majorité ici doit également changer. Alors, il faut un changement qui se fasse des deux côtés pour que l'on puisse assurer le succès de l'intégration. Alors, ça, c'est une version canadienne de ce qu'on appelle une voie de sens. Mais dans d'autres pays, la même expression est définie d'une autre façon. Dans certains pays, on dit oui, les nouveaux venus doivent s'adapter à leur nouveau contexte et dans bien des cas, nos propres ressources leur permettent de le faire. On leur donne de l'enseignement dans la langue, mais pas tout à fait, il n'y a pas tout à fait le même engagement. Encourager ces changements, tout au moins pas dans l'ensemble de la société. Et je vais vous dire pourquoi, parce que
C'est difficile de changer ces institutions établies. Ça a été difficile même au Canada. On a tendance à oublier cela. Surtout dans les années 1960 et 70, lorsque le Canada a changé complètement sa définition de ce qu'était ce pays. Nous étions un pays assez urbanisé, majorité anglophone, et puis tout d'un coup, on est devenu un pays bilingue. Souvenez-vous de l'ancien drapeau, c'était le Union Jack. Qui comportait... On avait l'écusson sur lequel on voyait les traditions européennes, mais on ne parlait pas du tout de l'aspect des sociétés autres que les sociétés blanches, chrétiennes, majoritaires de l'époque. Je me souviens même du débat qui s'était déroulé sur le drapeau. Comment choisir un drapeau, un nouveau drapeau? Ça a été tout un débat très animé, à savoir qui nous étions, comment nous nous décrivions. Ce qu'était un Canadien ou ce que pouvait bien être un Canadien, la définition était assez étroite. Maintenant, c'est plus large. Et on peut y accommoder donc une plus grande gamme de différences. Mais je me souviens de Lester B. Pearson dans les politiques de son époque. Ce n'est pas surprenant d'avoir maintenant cette définition d'une voie à deux sens qui est différente des autres. Je crois que la réciprocité culturelle est très utile et très bénéfique. Et ça ne fait que renforcer d'autres idées semblables. Je peux penser deux choses qui me viennent en tête, là. Tout d'abord, en termes purement pratiques, ça se manifeste d'abord au niveau local. Comment on peut accepter, comment on peut s'ajuster soi-même. Ça peut se faire à l'intérieur d'une école, d'une salle communautaire, d'un conseil local, d'une entreprise locale. Chaque fois qu'une réunion a lieu, parfois maintenant on doit accommoder. On ne peut pas avoir des réunions le vendredi après-midi parce que la plupart des musulmans, par exemple, ont des observations religieuses le vendredi après-midi ou soir. Alors, il faut prévoir des réunions qui n'ont pas lieu au moment où il y a des fêtes religieuses hindoues. Parce que là, les enfants ne viendront pas à l'école et alors on ne peut pas avoir une réunion. Ce serait incommoder les gens. Alors, les gens commencent à avoir un discours plus illimité, plus grand, plus large, commencent à réfléchir un peu sur ce que signifient ces changements, ces ajustements à un niveau plus grand, typiquement national, mais ça dépend des endroits. Avoir un débat au niveau national, c'est tout à fait... c'était quelque chose d'inconnu. On ne peut pas d'ailleurs s'en tenir à un débat purement local. L'expérience britannique nous l'a prouvé. Il y a un certain nombre de politiques qui voulaient plutôt écarter cela de Westminster ou de Whitehall. Ils voulaient plutôt en faire un discours local. Mais peu de temps après, c'est redevenu, par ses propres forces, si vous voulez, une question purement nationale. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'être britannique, un citoyen britannique? Ça traverse toutes les frontières urbaines, rurales, nord-sud du pays. Alors, c'est national. Et ça revient un peu à ce que je disais dans mon exposé tout à l'heure. J'ai un sentiment très fort sur la recherche que l'on peut entreprendre avec des collègues, disons, dans une équipe de recherche qui peut englober des membres de l'équipe de différents pays. Et ça marche ou ça ne marche pas, ça dépend, parce qu'il y a des gens, par exemple, dans certains pays qui pensent d'une façon différente, comme par exemple être allemand ou être français ou être néerlandais. Qu'est-ce que ça peut signifier?
Alors, on n'est pas toujours sur le même, à la même longueur d'onde. Cela dit, ça m'amène maintenant à mon deuxième point. Beaucoup de choses ont changé en Grande-Bretagne. Autrefois, on parlait de race comme noir et blanc, la race, la couleur de la peau. Et maintenant, là, on parle de musulmans. On parle d'affirmation politique. Ça, c'est devenu le débat actuel. Alors, qu'est-ce qui est devenu? Et d'ailleurs, on a eu des commentaires à ce sujet. Même si nous avons atteint une époque plus divisive, moi, ma propre expérience, je me souviens quand la race définissait davantage la dimension de l'identité d'une minorité. Comme une idée régnait, à savoir que si on n'était pas blanc, ensemble, tout le monde devrait être quelque chose d'autre, devrait être défini. Qu'on soit noir, qu'on soit hindou, qu'on soit... Le reste de la population, bon, ça c'est à part. Blanc d'un côté et minorité plurielle de l'autre côté. Mais ça n'est plus le cas maintenant, parce que maintenant, plutôt, c'est basé sur des religions. La plupart des institutions philosophiques ou religieuses se cristallisent. C'est souvent la religion maintenant qui domine dans toutes ces questions de minorité, majorité. On ne parle plus de race, on parle de religion, de foi. Autrefois, on parlait de l'Église catholique ou l'Église protestante. C'est bien intéressant à noter parce que la culture britannique a été marquée par un niveau assez élevé de comportements adversaires, comme par exemple au Parlement britannique. On aime ça, on aime les confrontations. On se lance des insultes d'un côté et de l'autre. Tandis qu'ailleurs, en Europe, par exemple, on ne voit pas ce même phénomène. Si vous avez regardé nos médias, quand ils posent des questions à nos personnalités politiques, ça n'est pas toujours très amical comme atmosphère. Mais quand c'est sur une question de religion, là, il y a beaucoup plus d'accommodement, si vous voulez. C'est vraiment interconfessionnel. J'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit Tariq. Il a dit qu'au début, c'était la minorité ukrainienne qui avait fait l'objet de la création du multiculturalisme au Canada. Mais c'est peut-être justement parce que c'était ce groupe qui ressentait le plus de pression de la part des politiques, des décisions politiques. Et le résultat, c'est que au Québec, par exemple, les nationalistes ont estimé que les politiques ou les principes de multiculturalisme abaissaient un peu le nationalisme québécois. Ils se sont sentis visés. D'autres groupes aussi ont exprimé. On a entendu les audiences Charles Taylor, on a entendu des personnes qui ont parlé d'interculturalisme au lieu de multiculturalisme, en présentant un argument selon lequel le Québec a une culture et une langue vulnérables et ne peut pas se permettre d'adopter les mêmes points de vue que le reste du Canada sur ce qui constitue le multiculturalisme. Alors, j'aimerais savoir, de la part de vous trois, peut-être, quels sont les arguments pour ou contre multiculturalisme par opposition à interculturalisme? Will, je vais essayer de répondre à deux niveaux. D'abord au niveau purement hypothétique, rhétorique, à savoir qu'il y a un grand nombre de nationalistes québécois qui interprètent comme un principe fondamental le fait que le Québec doit être complètement considéré complètement différent et distinct du Canada, du reste du Canada. Ils ont
il faut qu'ils aient une politique différente que celle du gouvernement fédéral. Alors, même si les politiques réelles, les vrais programmes du Québec étaient identifiés, étaient identiques d'ailleurs au programme d'Ottawa, ils seraient quand même considérés comme des programmes ou philosophies québécoises. En fait, il y a bien des penseurs, des théoriciens, des recherchistes qui disent que dans les faits, il n'y a pas de différence. Mais les Québécois ne sont pas d'accord. Il y a une fondamentale différence philosophique entre les deux. Et si on lit très attentivement, on voit tout ce qui a été écrit à ce sujet commence par certains diraient que, ou certains ont exprimé l'opinion que. Alors, ils ne sont pas nécessairement ceux qui épousent ces idées eux-mêmes, ou tout au moins ne veulent pas être considérés comme tels. C'est très différent de ce qui se passe, par exemple, au débat Charles Taylor. Dû au fait que la Révolution tranquille n'était pas uniquement une révolution contre le pouvoir anglophone, mais d'abord, je dirais surtout peut-être une révolution contre l'Église catholique. C'est encore très différent de l'expérience vécue dans d'autres pays, comme en France, par exemple. Quand on parle de la Révolution française, ce n'est pas le même genre de philosophie qui régnait. Dans le reste du pays, les gens sont plus, disons qu'ils sont plus souples. Peut-être pas en ce qui concerne nécessairement tout le débat, ça c'est autre chose sur les écoles en Ontario, mais disons que l'aspect religieux de leur culture n'est pas aussi défini. Écoutez, je ne vais certainement pas me mettre au milieu d'une dispute, mais le fait que Will et moi, nous sommes engagés dans un débat à ce sujet, qui a paru d'ailleurs, qui a été imprimé, qui a été publié. Il n'y a pas de théoricien plus éminent sur le multiculturalisme au Canada que Will. Et en fait, il n'y a personne qui est, autant que lui, promeut le pluralisme dans le reste du monde. Mais quand Will regarde ailleurs que dans les frontières de son pays, il ressent un certain désespoir, avec raison peut-être, un désespoir non seulement uniquement au sujet de ce multiculturalisme ou de cette citoyenneté multiculturelle, mais sur cette philosophie un peu diabolisée. Je ne crois pas que le multiculturalisme sera nécessairement remplacé parce qu'il a été diabolisé, justement. Mais c'est important parce que, vous savez, j'ai fait allusion à cette philosophie, c'est 7 points qui disait le multiculturalisme est mort et vive le pluralisme. Mais vous savez, une fois qu'on est signé un morceau de papier, ces dirigeants retournent à leur public respectif et ils n'en parlent plus jamais. On parle d'intégration, d'adhésion sociale, Alors, l'interculturalisme n'est pas là comme un tout, une entité qui attend pour remplacer la philosophie du multiculturalisme. Ce qui est vrai, cependant, c'est que dans certains cas, en Europe occidentale, on pense par exemple, certaines des politiques qui sont mises de l'avant ou qui même sont appliquées sont peut-être définies par nous trois comme étant multiculturelles, mais
La Belgique est un bon exemple. Et parfois même, ça s'exprime dans l'éducation, dans l'instruction à l'école, l'idéologie qu'on enseigne aux jeunes. Ça, c'est du multiculturalisme. Je pense surtout à l'Italie, la Grèce, l'Espagne, où cela a lieu. Alors, il y a des endroits sur la Terre où l'interculturalisme est utile, mais ça n'est quand même pas un joueur principal à ce même niveau de vie ou de mort entre le multiculturalisme ou le pluralisme. Mais je ne veux pas m'enliser dans la terminologie. Certains penseront peut-être, contrairement à ce que je dis, quand nous voulons parler de multiculturalisme, peut-être que c'est, d'après eux, de l'interculturalisme. Parce que personne n'est propriétaire du terme multiculturalisme. Il y a une évolution constante. Tout le monde pense à progresser, à avancer. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Tout simplement parce qu'il y a eu des nouvelles idées exprimées dans les années 70 ou autres. Mais je ne vois vraiment pas d'autre terme que celui-là. Le multiculturalisme ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre. Merci. Nous avons une question ici. Je m'excuse de vous interrompre, mais le temps avance. Je suis avec la communauté Baha'i du Canada. Professeur Modou, vous avez été témoin de bien des débats en Europe sur le multiculturalisme lié à la religion. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que le multiculturalisme a comme idée ou conception sur la religion? Eh bien, je crois que de bien des façons, on peut trouver l'exemple dans l'expérience britannique. Ce n'est pas uniquement mon expérience personnelle dont je parle. Alors, disons, l'immigration provenant d'autres régions d'Europe vers des pays du Commonwealth, surtout tels que l'Inde, l'Afrique du Sud, on voit qu'il y a une présence de racisme dans ces différentes sociétés qui sont d'origine britannique. Certains ont voulu lutter contre cela, lutter contre la discrimination, etc. Et au cours des années, on s'est rendu compte que certaines politiques qui faisaient du mal à certaines communautés pouvaient être définies par la race ou par la religion. Par exemple, le port du turban ou le port de certains uniformes, tels qu'un chauffeur de camion ou de poids lourd ou d'autobus ne pouvait pas s'identifier. Alors, il y a eu des protestations. C'est allé jusqu'à la Cour suprême. On appelle autre chose ailleurs. Mais la décision a été prise dans un jugement que les Sikhs constituaient un groupe ethnique. Mais certains diront, c'est surprenant, pensez-nous que c'était plutôt un groupe religieux? Eh bien, les Juifs, bien sûr, sont un groupe religieux. Tout le monde pense que l'antisémitisme, c'est du racisme. Et tous les législateurs à la Chambre des communes en Grande-Bretagne ont dit qu'ils avaient l'intention de prendre au piège ceux qui étaient coupables d'antisémitisme. Mais quand il en est venu à de la discrimination contre les musulmans, là, les tribunaux britanniques ont dit on ne peut pas trancher parce que nous ne pouvons pas. Vous êtes une religion, vous n'êtes pas un groupe ethnique. Et les musulmans disent oui, nous sommes une communauté multiethnique, oui.
même pas ethniques et sont clairement religieux, à la différence des Juifs, par exemple. Alors, on avait besoin d'une politique plus spécifique qui, alors, devait interdire la discrimination fondée sur la croyance religieuse, chose qu'on n'avait pas avant en Grande-Bretagne. Alors, on en est arrivé au multiculturalisme religieux par extension. Pas parce qu'on a pensé d'imposer de nouvelles politiques, mais parce que c'était nécessaire. Ça remplissait un vide. Ça permettait de mieux définir les autres lois antidiscriminatoires. Il y en a d'autres aussi qui ont trait au financement de certains types d'écoles. Il y a des lois qui concernent certaines églises établies. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça a créé de nouveaux problèmes, si vous voulez, qui n'avaient pas été identifiés auparavant. Alors, quand on dit qu'est-ce que cela signifie d'être un musulman ou un hindou ou un sikh, d'être à la fois pleinement égal comme citoyen britannique, on parle là de toute une série de couches de problèmes assez graves. Mais si c'est ça le multiculturalisme, ça n'est pas uniquement rattaché à la religion, mais le mot multiculturalisme signifie bien des choses. Il y a par exemple, ce qui concerne les peuples indigènes, des groupes qui sont définis par leur langue, des groupes qui sont définis par leur couleur, par leur lieu d'origine. Et il y en a qui sont comme je pense encore aux Juifs, qui sont des groupes ethniques, d'autres qui s'identifient plutôt comme des groupes religieux. Alors, les groupes religieux, ça ne constitue pas une exception dans le contexte du multiculturalisme. Pour répondre à votre question, oui, ça peut créer une certaine asymétrie, mais non pas une asymétrie aux dépens du multiculturalisme. L'antidiscrimination, ça peut vouloir dire ne pas montrer un sentiment différent ou être sensible aux différences. Je suis désolée, je suis obligée d'accélérer le débat. On a le micro qui circule. Monsieur dans Madame. Que je ne suis pas la seule ici qui est le produit d'un couple biculturel, nor am I'm sure, the only person. Et je ne suis pas non plus la seule personne qui a établi un rapport à long terme biculturel. Je suis très heureuse d'être ici parce que très récemment, j'ai pris ma retraite et pour le moment, je suis en mode de réadaptation. Je cherche à m'engager dans des domaines qui m'intéressent beaucoup et j'aimerais remercier tous nos panélistes et M. Kimlicka. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, à savoir que les identités peuvent être complémentaires. J'ai appris que les rapports biculturels ou multiculturels exigent beaucoup plus de patience, beaucoup plus de conversation, beaucoup plus d'aptitude à écouter l'autre que ce n'est le cas quand nous sommes avec quelqu'un qui appartient à la même catégorie ou à la même culture ou je ne sais quel mot utiliser. À cause du fait que cette relation est basée sur le respect, l'ouverture d'esprit, l'authenticité. Pendant que vous parliez, chacun d'entre vous, j'étais en train de me former une sorte de tableau moi-même dans ma tête. Et je me disais, oui, quand nous sommes tellement préoccupés à rester au pas avec la société dominante et à vouloir assurer que cette société demeure toujours dominante, on se prive de bien d'autres possibilités. On base toutes nos actions sur la peur de la domination ou le désir de dominer, plutôt que sur la
fraternité et la confiance. Et j'ai une question, et je ne tarde plus. Quel rôle voyez-vous joué par le système d'éducation publique pour promouvoir les caractères multiculturels que vous avez identifiés? Moi, je vis dans ce monde depuis les 35 dernières années et voilà où les choses se déroulent vraiment. On peut peut-être essayer de répondre à toutes les questions en même temps. Alors, c'est vrai, écoutons les... Bonne idée. On écoute toutes les questions et ensuite le panel aura libre cours. Je voudrais vous raconter une petite histoire personnelle et ensuite poser ma question. Quand je suis arrivée en 1973 à 14 ans, ma première expérience d'immigrant, ça a été de me faire battre dans la rue, tabassé par des gens de la majorité, des jeunes qui m'ont traité de tout nom et on m'a appelé Paki. Je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot. Et j'entendais ces noms, ces insultes qui m'étaient adressées. Et quand j'ai compris ce que cela voulait dire, je me suis vengée. J'ai voulu me défendre physiquement jusqu'à ce que le prof vienne me chercher et m'amène chez le doyen. Et j'ai été absolument époustouflée de voir qu'il a complètement changé son comportement. Il m'a amené voir le directeur et il m'a forcé d'aller parler à celui qui m'avait attaqué. Et il les a forcés de me serrer la main, de m'appeler par mon nom. Et je me suis sentie protégée. Et dans cette institution, et ceci m'est arrivé à plusieurs reprises à l'école, où un prof m'a défendu et le système s'est occupé de moi. Alors pour moi, le multiculturalisme en tant qu'institution a très bien marché au Canada. Et en même temps, et là, je veux poser ma question, il y a toutes sortes d'autres choses qui me sont arrivées et qui avaient l'effet contraire. Combien pensez-vous qu'on devrait aussi poser un défi au multiculturalisme pour que les sociétés qui viennent ici deviennent biculturelles, multiculturelles, qu'ils acceptent plus ouvertement leur propre intégration dans la société canadienne? Alors, s'il vous plaît, je retourne au monsieur avec la cravate blanche et dans la chemise mauve. Je m'excuse, l'interprète s'excuse, on n'entend pas la personne. Il parle peut-être pas dans un micro. Oh, n'oubliez pas de parler dans votre micro. Et s'il vous plaît, ne tardez pas à poser votre question. En raison du soutien fondamental pour le concept du pluralisme, et merci au Centre d'exister parce que c'est au cœur de nos croyances personnelles, c'est-à-dire qu'on est tous différents mais égaux. Et dans ce concept du pluralisme et de sa promotion, je demande au panel ce que sont vos sentiments concernant ces parties du pluralisme, du multiculturalisme qui sont mandatées par la loi qui dicte notre façon d'agir, de nous comporter et ces choses qui relèvent de ce que nous croyons, ce que nous avons dans notre cœur. J'aimerais savoir quelle est votre opinion sur le recoupement entre les deux, ce qui dicte notre comportement et ce qui dicte nos pensées. Robert Gold, Centre d'études européennes à l'Université Carleton. Et un commentaire très vite. Le 25 et le 26 de ce mois, nous avons une conférence sur ce sujet, sur l'inclusion et l'exclusion en Europe. Alors,
question maintenant, suite aux remarques de Tariq Modoud, comme quoi la religion au Royaume-Uni n'est pas de type de confrontation. Et depuis 10 ans, je suis la façon dont les parlementaires parlent de l'identité nationale et de l'immigration. Et j'ai suivi de très près le débat en Allemagne sur le port du voile et le débat en Belgique et en France sur le port du voile sur le visage par opposition au port du voile sur la tête. Et ma conclusion est que dans ces cas, la religion confronte est de type adversarial. Le point de vue de la Cour en Allemagne a été éliminé par les politiciens qui voient l'islam comme une contradiction de l'identité allemande, de même façon que les parlementaires en France, manifestement, voient l'islam comme une contradiction des principes de l'État français. Et en Belgique, c'est la même chose. Donc, on a maintenant cette idée que la République en France ne se définit plus par opposition au catholicisme comme il y a des centaines d'années, mais plutôt par opposition à l'islam aujourd'hui. Bon, pour répondre à toutes les questions en même temps. Alors, je vais répondre, pour gagner du temps, je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées. La question concernant le rôle de l'éducation publique et le caractère d'opposition de la religion en Europe. Je pense que l'éducation publique a un rôle fondamental à jouer dans le multiculturalisme. En fait, dans la plupart des pays, pas nécessairement au Canada parce que la situation est un peu inhabituelle, mais dans la plupart des pays, le multiculturalisme a commencé dans le domaine des politiques d'éducation. Et si on regarde le nombre de publications, l'éducation, c'est toujours le principal sujet. Donc, ce que l'on enseigne à la génération qui suit et les possibilités de transmission d'une identité minoritaire aux prochaines générations, ce sont des questions fondamentales pour le multiculturalisme et pour l'éducation publique. Lors d'une réunion plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé peut-être un peu trop longtemps de l'importance pour nous, Européens, de repenser ce que ça signifie d'être Européen, parce qu'on a des œillères, on a un point de vue qui est le même, toujours la même chose, on parle d'Athènes jusqu'à aujourd'hui, où l'Union européenne a eu une histoire qu'elle raconte et ça commence avec Athènes et ça se termine avec Bruxelles. Alors que les musulmans ont été une partie importante de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, avec leur propre société, mais aussi dans leur contribution à l'apprentissage, le développement des idées chrétiennes, scientifiques, la Renaissance, etc. Donc oui, c'est crucial. Oui, je vois qu'on s'inquiète du temps qui passe. Mais vous avez un avion à prendre, c'est vrai. Ah oui, oui, ça c'est vrai également. Vous avez raison. Le niveau d'agression publique par rapport à certaines pratiques musulmanes, ou les musulmans en général, est à un niveau dangereux pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, y compris le Royaume-Uni.
Je pense que les exemples que vous avez donnés de l'Allemagne et de la France sont tout à fait exacts parce qu'ils ont été... C'est une agression publique qui est sanctionnée, là. La loi qui interdit le port du voile je veux dire que la religion n'oppose pas parmi les gens qui sont religieux, disons. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas un groupe religieux qui était singularisé par l'ensemble du public. On pense au nouvel athéisme de Dworkin et d'autres personnes comme cela. Il n'y a pas d'équivalent religieux. Il y a beaucoup de gens qui disent que les musulmans sont sur le point de dominer le continent européen. Et certains d'entre eux sont des chrétiens évangéliques aux États-Unis. C'est plutôt le sécularisme radical qui est le plus inquiétant. Pas les chrétiens, sauf l'exception du pape Benoît, peut-être. Je vais être très rapide pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Je crois que l'éducation publique, c'est très important. Système éducatif, c'est probablement le mécanisme d'intégration le plus fort que l'on ait. Et dans l'expérience canadienne, c'est ce qui a fait en grande partie le succès des immigrants de deuxième génération, donc les enfants d'immigrants nés ici. Alors, il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, habituellement, ils ont eu de meilleurs résultats que les autres enfants. Et une étude de l'OCDE là-dessus a montré le rôle des politiques du multiculturalisme à cet égard. Parce que certains disent le Canada réussit plutôt bien dans ce processus d'éducation des enfants des immigrants parce que les immigrants eux-mêmes sont déjà des gens qui ont un haut niveau d'éducation. Or, ce que l'on sait, c'est que pour avoir de bons résultats scolaires, ça dépend souvent beaucoup du niveau d'éducation des parents. Alors, on regarde l'expérience canadienne et on dit, c'est ça, c'est le reflet de votre politique d'immigration. Mais, justement, l'OCDE a fait une étude pour comparer les niveaux de réussite des enfants d'immigrants dans tous les pays et dans leurs études, dans leurs analyses statistiques, ils ont maintenu au même niveau le niveau d'éducation des parents. Pareil pour tout le monde. Et ils ont vu que les enfants d'immigrants au Canada avaient quand même eu de meilleurs résultats que ceux dans les autres pays. Et donc, ils en ont déduit que c'était justement le contexte qui faisait la différence. Donc, c'est un outil puissant. On n'y prête pas assez attention à l'éducation publique et la dimension multiculturelle joue là. On parlait des domaines où ça semble marcher. Alors, on a parlé de la participation politique, mais il y a aussi le volet de l'éducation. Et sur la question de ce monsieur, est-ce qu'on s'attend à ce que les nouveaux arrivants acceptent le multiculturalisme? Je crois que c'était ça, votre question. Ah ben, on l'espère. Et si on regarde les sondages relatifs aux attitudes des Canadiens, on voit que les nouveaux arrivants acceptent assez rapidement l'éthos canadien. Si on leur demande quels sont les éléments du pays dont ils sont fiers, la réponse des immigrants qui sont là déjà depuis un certain temps et les réponses des gens de souche sont pratiquement les mêmes. Et le multiculturalisme est présenté comme une valeur. Donc, ce serait bien que ce soit vrai et ça semble être vrai. Donc, je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter là. Et je ne suis pas sûre d'avoir compris la question de ce monsieur. Cette histoire de nos pensées, nos comportements. Je dirais que le comportement, ça compte beaucoup. Et dans le premier cas, l'État doit se soucier du comportement des individus. Donc, il y a un cas qui a reçu beaucoup d'attention à Kingston récemment.
hein, le cas de ce qu'on a appelé les assassinats d'honneur, pour l'honneur. On a dit que c'était meurtre d'honneur. On a dit que c'était parfaitement inacceptable. Et en fait, ces gens sont en prison et seront en prison pendant très longtemps. Après, il y a l'attitude culturelle envers les femmes, envers les jeunes, qui semble avoir été à l'origine là du problème. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que là, le problème se pose souvent au niveau de la deuxième génération. Donc, l'État ne peut pas façonner les mentalités, mais peut contrôler les comportements et espérer que le processus d'engagement changera les attitudes au bout d'un moment. Eh bien, on va terminer peut-être avec vous, Will. Oui, est-ce qu'on s'attend à ce que les nouveaux arrivants acceptent le multiculturalisme? Bien, comme Keith l'a dit, c'est déjà le cas. Mais il y a une autre question qui se pose. Si vous regardez les études sur les préjugés au Canada, peut-être parce que nous aussi, on a entendu le discours américain, la division entre les Noirs et les Blancs. On a tendance à penser que le préjugé, c'est les Blancs contre les non-Blancs. Mais on n'a pas essayé de voir dans quelle mesure certains groupes non-Blancs ont des préjugés contre d'autres groupes non-Blancs. Par exemple, les attitudes envers les Autochtones au Canada. Parfois, les immigrants d'Asie de l'Est qui ont plus de préjugés contre eux que les Canadiens d'origine européenne. Je dirais qu'on n'a pas eu un débat encore assez profond et assez honnête là-dessus. Je pense que les immigrants acceptent le multiculturalisme comme une façon d'être acceptés, mais on n'a pas exploré les responsabilités que cela leur donne. Merci beaucoup. Je crois que ça, c'était le début d'une longue discussion qu'on reprendra un autre jour. Merci à tous ceux qui ont posé des questions intelligentes et merci à nos panélistes pour leurs réponses. Et je vais rendre le micro à John. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été une discussion pleine de stimulants. Je voudrais aussi vous remercier, tous ceux qui sont les amis du Centre mondial du pluralisme. J'espère qu'on vous reverra à d'autres événements. Et maintenant, j'aimerais tous vous inviter à une réception. Il suffit d'aller dans l'autre partie de l'atrium et on devrait pouvoir continuer nos échanges. Encore une fois, merci.